c'est au tour de Madame Imen Houimel, l'ancienne ministre de la Famille, de la Femme, de la Famille et des Seniors en Tunisie. Merci Madame d'être parmi nous. Merci d'être venue d'aussi loin pour représenter mon pays, pour représenter notre continent. La parole est à vous. Vous allez nous parler de votre expérience personnelle en tant que femme ayant occupé des postes à haute responsabilité, mais aussi des avancées de notre pays, la Tunisie, en la matière. Je sais que nous avons de bons acquis, mais le travail doit toujours commencer. Je vous en prie, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Salma, pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec cette honorable assistance mon expérience personnelle et l'expérience de mon pays en matière de droits des femmes battantes, des femmes qui ont mené un combat indéfectible pour préserver leurs droits acquis depuis des années. Sur le plan personnel, je suis grande et unique sœur, je suis épouse, je suis mère, je suis tante, voisine, et j'ai toujours été un point de ralliement pour ma famille. La conciliation, on m'appelle conciliatrice d'ailleurs, et je pense que c'est pas étrange puisque je suis d'un grade d'inspecteur général du travail et de conciliation. J'ai dû, comme toutes les femmes dans le monde, je pense, faire des sacrifices pour parvenir à ce poste de commandement qu'est ministre de la Femme, de la Famille et des personnes âgées dans mon pays, suite à un parcours dans l'administration publique essentiellement et avec une expérience dans le Bureau international du travail. Mon parcours professionnel n'était pas des plus aisés, ni parsemés de roses. J'ai fait beaucoup de mobilité, des changements, et vous savez tous les difficultés et les résistances au changement, mais ça a été pour moi une richesse et une diversification de l'expertise, puisque j'ai fait de l'expertise en matière de sécurité sociale, de législation du travail, de migration et des droits des femmes. En plus, je me considère comme militante en matière des droits des femmes dans mon pays. Donc, cela, comme j'ai dit, n'a pas été facile. Donc, à cause de plusieurs raisons, entre autres la difficulté de concilier entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie privée aussi. Le fait de rencontrer, de n'avoir pas beaucoup de solidarité, même de la part d'amis féminines, et on a discuté hier lors du dîner de cette question. J'ai été, je pense, comme beaucoup de femmes dans mon pays, dans le monde, victime de violences surtout psychologiques, économiques. Et là, je termine par une petite anecdote, comme l'a fait Excellence Madame la Ministre. Au début de ma carrière, j'étais chef de service et je devais avoir le poste suivant sous-directeur et je remplissais toutes les conditions possibles. Et j'avais mon collègue homme comme moi qui lui reste encore 2 mois pour pouvoir accéder à ce poste. Et notre chef hiérarchique a vu qu'il était plus à même disponible pour avoir à vers ce poste. Et donc, il a attendu 2 mois pour le lui accorder. Et j'ai dû attendre la vacance d'un autre poste pour y accéder. Juste un exemple pour vous dire combien les discriminations sont là. Donc, je passe alors là pour vous présenter l'expérience des femmes tunisiennes, leurs acquis, leurs défis, leurs attentes. Je commencerai par vous présenter mon pays. La Tunisie, c'est une république, la République tunisienne. Notre langue officielle, c'est l'arabe. La capitale, c'est Tunis. La superficie est de 163 610 km² et une population d'environ 12 millions d'habitants, avec 50,5% de population féminine, dont environ 35% de femmes
rurales. Quelques photos de villes tunisiennes pour vous susciter votre intérêt à venir en Tunisie, peut-être pour la Salma 2022 ou 2023, on l'espère tous. Donc, ce sont... Ça ne passe pas. Voilà. Voilà. Ah, il faut que je passe d'ici, donc. Voilà, quelques villes. Donc, je parlerai de l'histoire des femmes tunisiennes, de ce que l'on dispose comme dispositif juridique et institutionnel, comment on a pu intégrer l'approche genre dans nos politiques, de quelques réalisations et bien sûr des défis et quelques recommandations comme l'a demandé Amina hier. Donc, l'histoire de la Tunisie, elle est 3 fois millénaire, témoigne que la femme y a souvent occupé une place privilégiée depuis Carthage. Carthage, je ne sais pas si vous le savez, elle a été fondée par une femme, la reine Didan, la reine phénicienne Didan. Donc, et depuis, la question de l'émancipation des femmes en Tunisie fut un combat mené depuis la deuxième moitié du XIXe siècle dans un contexte réformateur conjugué à un courant de modernisation sociale, culturelle, auquel ont participé bien évidemment les femmes militantes, mais à côté d'elles, des hommes éclairés et convaincus de l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je ne citerai que Tahar Haddad, un syndicaliste qui a bataillé pour les droits des femmes et surtout pour la monogamie. Donc, après l'indépendance, fut la promulgation du Code du statut personnel en 1956 et ça a été fait par le leader Feu Habib Bourguiba. C'est le CSP, c'est le premier texte fondateur des droits des femmes en Tunisie, avant même la proclamation de la République en 1957. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce code? Ce code a été une révolution pour le monde arabo-musulman, parce qu'il était très progressiste, déjà en avance, et il a permis l'abolition de la polygamie, l'instauration du divorce judiciaire, abolition de la répudiation, la fixation d'un âge minimum pour le mariage 18 ans, et tant d'autres mesures ont été prises. En 2014 est venue la Constitution, suite en 2011, on a eu la révolution en Tunisie. Donc cette Constitution a consacré, à travers ses articles 21, 34 et 46, a consacré le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a garanti l'égalité des chances pour les femmes et les hommes quant à l'accès à toutes les responsabilités dans tous les domaines. Et elle a dicté à l'État de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les violences de tout type. De nouvelles lois, depuis, ont été promulguées pour rapprocher davantage la législation nationale tunisienne aux normes internationales. Il y a, je citerai quelques lois, le code électoral qui a consacré la parité horizontale et verticale dans les élections législatives et municipales, intégrant une approche genre dans la gouvernance locale et les politiques et programmes locaux. Ça a permis à 50% de femmes à accéder à des postes dans les localités. Et également, ça a été affirmé, la représentation équilibrée entre les deux sexes dans les conseils d'administration, dans les entreprises publiques, et ce, dans la limite d'un seuil de 40%. C'est un décret gouvernemental qui a décrété cette question. Il y a aussi la promulgation de la loi organique relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes depuis 2016. La loi organique numéro 58 sur l'éradication des violences faites aux femmes. Il s'agit de la loi qui est la 19e au niveau du monde et la première
au niveau des pays arabes. Cette loi traite toutes les formes de violence, les violences psychiques, morales surtout, et aussi les violences économiques et politiques. J'ai eu le mérite en 2013 d'avoir initié cette loi et d'écrire ses premières lignes. Il y a aussi, on a décrété en 2018 une loi organique relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Nous avons un projet en cours sur la maternité, des circulaires relatives aux procédures de nomination dans les hauts postes de décision. Quand on propose au gouvernement des leaders dans des postes de directeur général, on est obligé de présenter 2 noms de femmes et 2 noms d'hommes. Donc, j'ai initié également des circulaires invitant successivement les départements gouvernementaux à intégrer la question genre lors de l'élaboration du budget, mais également lors de l'élaboration du plan de développement. Et la dernière fut pour la période 2021-25, le prochain plan quinquennal. Au niveau international, la Tunisie a ratifié pratiquement toutes les conventions internationales relatives aux droits des femmes, de la Convention sur le consentement au mariage 62, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la CEDAW, le protocole de Maputo en 2017 et les 8 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, notamment la Convention 100 et 101 relative à l'égalité de salaire et la non-discrimination. Sur le plan institutionnel, nous avons un ministère pour les affaires de la femme, de la famille. C'est un ministère qui conçoit les stratégies, les programmes et surtout qui coordonne les interventions des différents intervenants en la matière, les autres départements gouvernementaux, surtout en matière d'autonomisation économique et de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Nous disposons également d'un centre de recherche sur la femme, le CREDIF, d'un office national pour la famille et la population et récemment, on a mis en place un observatoire pour la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Ce fut en 2020. Nous avons une bonne pratique, une expérience que je considère très importante. Depuis 2016, on a mis en place le Conseil des pairs pour l'égalité et l'équivalence des chances entre les femmes et les hommes. C'est un organe consultatif créé par décret gouvernemental en 2016. Il a pour mission principale l'intégration de l'approche genre dans les politiques et les budgets. Il veille à la bonne représentativité des femmes dans les postes de décision et il est mis sous tutelle du chef du gouvernement. Nous avons aussi, comme partout, je pense, une société civile très active, jouant un rôle louable qui plaide toujours pour la parité. C'est un partenaire incontournable pour les pouvoirs publics dans la question de promotion des valeurs d'égalité. Parmi cette société civile, il y a l'UNFT, l'Union nationale des femmes tunisiennes la plus ancienne, il y a la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et plus de 200, oh là là, oh, c'est pas grave. Hein. Donc, je vous donne quelques chiffres sur la représentation des femmes. C'est le Conseil de paix. Oui, voilà. Donc, cet arsenal juridique et institutionnel, conjugué aux interventions de la société civile, a réussi une présence remarquable des femmes dans les différents secteurs. Ainsi, nous avons je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons le 13e ou 14e gouvernement au monde dont à la tête une femme. Donc, elle a été nouvellement nommée et avec 38% de membres dans son gouvernement qui sont femmes et occupant surtout des postes clés comme la justice, comme l'industrie, comme les finances. L'ARP, avant sa suspension le 25 juillet, comptait 32,7% de femmes.
Nous avons des secteurs féminisés en Tunisie, comme la santé, 63% de femmes dans le secteur de la santé, 52% dans l'éducation. Je vous donne une idée sur la représentativité des femmes dans quelques catégories socio-professionnelles. Les journalistes, elles sont au taux de 47%, les femmes juges 42%, les avocates 45%, les médecins 50%, les pharmaciennes 70%, figurez-vous. Et bien que ça me fasse mal au cœur, je vais vous demander d'avancer plus rapidement, s'il vous plaît. Selon l'UNESCO, les femmes chercheurs sont de 55%, le taux le plus élevé parmi les pays arabes et africains. Cette présence, je dirais, bien qu'importante, n'a permis d'avoir le profil de femmes leaders souhaité. En effet, nous avons encore des lacunes. Dans l'administration, cette question de plafond de verre, le nombre de directrices générales ne dépasse pas les 20%. Dans le corps diplomatique aussi, nous dépassons 20%. Nous n'avons que 6 femmes ambassadrices à travers le monde. Dans le domaine de la justice, la femme quasi absente dans les hauts postes de décision, procureur général, président de la Cour de cassation. La présence dans les partis politiques, elle est très timide. Une seule femme, nous avons au bureau exécutif de la centrale syndicale, une seule femme chef de parti et une présence timide aussi dans les conseils d'administration. Donc les femmes entrepreneurs continuent aussi jusqu'à présent de faire face à des obstacles multiples liés notamment à l'accès limité aux sources de financement, au marché, à l'information et aux opportunités de réseautage, je dirais plus au panel suivant réservé à l'entrepreneuriat. Donc nous avons des atouts juridiques et institutionnels importants, mais il y a encore un écart entre le texte et le contexte. Il y a des défaillances. Je pense que la différence de genre est le fruit des préjugés socio-culturels qui associent les postes de responsabilité à la masculinité. Les femmes, comme vous le savez, ont moins de possibilités, disponibilité que les hommes pour l'espace public et peu de temps pour la participation politique. Pour les politiques, pour pallier à ces insuffisances, je citerai quelques... D'accord, on revient pour... Donc on continue un peu sur les autres présentations. On passera rapidement après pour les questions sur les recommandations. Merci infiniment pour votre présentation.